Bizarrement, je fais très peu de rameur en réalité dans l'année, hein. C'est une des particularités, je pense, qui surprend peut-être un petit peu les gens. Ouais, C'est que techniquement, dans la semaine, tu as un entraînement spécifique rameur, ouais, des fois un petit peu plus, comme tu l'as dit, mais souvent, c'est le seul entraînement que tu fais sur le rameur. ouais, sur la majorité de l'année. Après, quand se rapproche de la compétition, ça change totalement. Je passe à deux, trois entraînements. On peut pas, on peut pas gagner un sport sans le faire, hein, à un moment donné, Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vincent, bienvenue sur le podcast. Ben, merci. Ça va? Ça va et toi? Ben, très bien. Il fait beau, il fait chaud. Il fait un peu dégueulasse quand même aujourd'hui dehors. Ouais. Malgré tout, on est sorti marcher ce matin Mm, et je vais pas te laisser te présenter parce que ceux qui ne te connaissent pas encore, je les invite à aller écouter les multiples podcasts qu'on a déjà fait ensemble. mm. Et on est ici aujourd'hui pour parler notamment de ta récente performance au championnat de France d'aviron indoor. Félicitations. 4 fois maintenant champion de France sur Ouais, 500 mètres, catégorie 30-39. ouais. Lourd et un peu salé. Lourd et un peu salé. Donc voilà, tu as gagné Ouais, pour la 4e fois. ouais, C'était un gros objectif pour toi. ouais. Et ça s'est pas tout passé comme tu avais prévu. Ça a Ou été l'année des galères cette année, ouais. l'année des galères. Donc, on s'est dit, ça peut être intéressant pour les gens pour comprendre ta démarche, tes Mm, entraînements, dans un premier temps, revenir sur ton année d'entraînement, ouais, les choses que tu as fait différemment des années précédentes, les choses qui ont bien fonctionné, moins bien fonctionné. Pour les férus de l'entraînement et de la planification, on fera également un podcast ou une vidéo spécifique sur ton approche de la planification et de la préparation physique. ouais. Ça viendra ultérieurement. Mais voilà, retour sur ton année d'entraînement et ensuite la compétition. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as géré les petites difficultés que tu as rencontrées? Mm. Et on parlera un petit peu ensuite de la suite. Mais en quelques mots, sans aller trop dans les détails parce qu'on y reviendra, ta sensation, ton impression sur cette compétition cette année. Je suis très heureux que ce soit fini. Je pense que c'est une bonne manière de le décrire. Le, le 500 mètres rameur est une pratique, c'est quelque chose que je ne pratique que le jour de compétition parce que je déteste mon sport. J'adore m'entraîner, j'aime pas la compétition et j'aime pas le 500 mètres rameur. Donc je sais que c'est paradoxal, mais voilà. Donc ça résume un peu ma philosophie sur ce sport-là. Euh, Pourquoi le 500 mètres? Tu dis t'aimes le processus d'entraînement, hein, ouais, c'est ça qui t'attire, ouais, t'aimes pas ta compétition. ouais. Pourquoi tu as choisi cette compétition-là? Alors, alors, parce que je suis ni un athlète très fort physiquement, je pourrais jamais être un excellent haltérophile, par exemple, ou un excellent powerlifter. Et je suis pas non plus très bon sur des efforts d'aérobie de 10-15 minutes ou plus. Mhm. Et donc, par contre, j'ai des qualités physiques sur l'entre-deux. Donc, je suis plutôt un athlète de puissance. J'aime pas trop la violence, donc tout ce qui va être rugby, c'est pas trop pour moi. À la base, je voulais faire du cyclisme sur piste, mais étant toulousain, la piste la plus proche pour faire du cyclisme sur piste, être un pistard, c'est Bordeaux. C'est un peu loin en vélo. Donc du coup, il a fallu que je me rabatte sur autre chose, parce que j'avais vraiment envie de performer à très haut niveau dans un domaine. Et un jour, le honneur de ma boxe de l'époque, en 2016, m'a dit, tiens, il y a des compétitions d'aviron indoor. Et comme j'étais pas mauvais au rameur à l'époque, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais essayer. Et de là, j'avais deux choix, soit le demi-mètre olympique, soit le 500 mètres sprint. Et j'ai dû me faire face à une autre difficulté, c'est que je suis un nain. Enfin, je fais 1m78, mais au rameur, en aviron, c'est être très petit, puisque le minimum, c'est 1m85. Au-dessus d'1m85, on est considéré comme normal, et au-dessus de 2 mètres, on est considéré comme grand. Donc voilà. Du coup, il a fallu que je décide entre les deux, et le 500 mètres rameur, c'était là où j'avais le plus de chances de gagner, parce que sur 2000 mètres, la taille joue trop, et je n'étais pas prêt à faire des efforts par rapport à ça. Donc c'est comme ça que je suis parti sur le 500 mètres. Donc revenons maintenant dans un premier temps sur ton année d'entraînement pour la préparation de ces Ouais. championnats de France. Qu'est-ce que tu as fait
différemment des autres années? Si tu devais décrire d'abord dans un premier temps ton année d'entraînement par rapport aux années précédentes, Ouais. quels ont été les grands chamboulements, les grands changements, et ensuite on viendra point par point sur ta préparation. Il n'y a pas eu de très grands chamboulements, mais par contre, j'ai considérablement accentué sur la zone 2 et sur la zone 3. J'ai découvert la zone 2 avec toi, grâce à toi, il y a 2 ans. Mais la première année, même si j'étais très enthousiaste, je ne pouvais pas encaisser un volume trop important. Hmm. Cette année, j'ai vraiment poussé la pédale à fond. Euh, à mon pic, en septembre, j'ai fait une Zatopek, c'est-à-dire 6 fois 1 heure on, 1 heure off de zone 2 sur Bike Erg. Ça m'a pris toute la journée. J'ai consommé 10 000 cales. C'était incroyable. Je le referai pas, celui-là. C'était plus un défi. Mais pour les entraînements, ça m'arrivait parfois de faire 3 heures de zone 2. Alors, les cyclistes, pour un cycliste, c'est rien du tout. Mais pour un gabarit comme le mien, qui n'a pas l'habitude, pour un non-spécialiste, ça commence à faire beaucoup. Ça m'a donné une endurance et des facultés de récupération qui sont absolument colossales. Et donc derrière, j'ai pu aussi, à par-dessus cette zone 2 en très gros volume, accentuer sur la zone 3, pas tant sur le rameur que plutôt sur le ski erg, qui est le mouvement antagoniste au rameur et qui m'est très utile pour mieux performer au rameur, parce que ça développe des muscles complémentaires au rameur. Et j'en ai vraiment besoin. J'ai senti la différence en m'entraînant au ski erg là-dessus. Ça a été ça, les 2 points clés. Plus aussi, du coup, l'entraînement avec le Bree Way Better euh, en début de l'année dernière, qui m'a fait vraiment sentir ce manque que j'avais sur le plan respiratoire, Hmm. et ensuite que j'ai maintenu tout au long de l'année. Je me suis même amusé à un moment donné à tester, à faire 1, 2 mois sans. Et je me suis rendu compte qu'on perdait relativement vite. Donc il faut absolument en fait maintenir ce truc-là. Sinon, en fait, on perd ces qualités-là. Malgré le sport, malgré l'entretien, malgré le cardio, c'est un travail spécifique qu'il faut entretenir, même si c'est qu'une fois par semaine, c'est important de le faire. Et c'est à peu près tout. La rampe de lancement a été un peu différente cette année. Qu'est-ce que tu appelles la rampe de lancement? Ma rampe de lancement, c'est le mois avant la compétition. Affûtage, enfin approche de la compétition. Alors affûtage, je dirais que c'est plus court qu'un mois, hein, Ouais, c'est oui, peut-être une semaine, c'est une 10 jours. semaine, voilà, c'est ça. Mais donc C'est ton approche de la compétition a changé. a changé un petit peu. Ça, Ouais, on y reviendra après. ouais, Revenons sur donc, ton année d'entraînement. Tu as parlé des grands changements, zone 2, zone 3, entraînement respiratoire. ouais. Si on vient sur l'aspect force, ou alors, pardon, même un cran en arrière, globalement, pour que les gens se rendent compte, combien d'heures d'entraînement tu fais dans la semaine et comment sont réparties ces heures sur les différentes modalités, si on pense force, endurance, travail spécifique rameur, prophylaxie, etc. Alors, je m'entraîne entre 20 et 25 heures par semaine à peu près. Et normalement, le lundi, c'est force, c'est squat. Le jeudi ou le vendredi, ça va être tout ce qui est tirage, tirage d'épaulé, rowing, traction, traction lestée, toutes ces choses-là. Et je me détruis littéralement sur ces 2 sessions-là. Et tout le reste, ça va être du cardio ou de la récup. Euh, Tu considères que ta semaine, elle est polarisée dans ce sens-là où tu as vraiment 2 jours de très grosse intensité ouais, et le reste, c'est du développement qualitatif, ouais. mais sans pousser la machine à fond. Pour la majorité de l'année, c'est comme ça. Ouais. En général, j'essaie de faire en sorte d'avoir du sprint un petit peu le mercredi, avant la journée de tirage. Alors normalement, il ne faudrait pas faire ça parce que le sprint, c'est fatigant et donc il faudrait prendre au moins une journée de récup. Euh, Quand je dis récup, ça va être basse densité avant de refaire du tirage. Mais dans mon cas spécifique, j'avais plus besoin de progresser en tirage. J'ai déjà 280 en tirage d'épaulé sans ceinture, donc ça commence, ça suffit. Donc je faisais juste du maintien, donc ça me coûtait beaucoup moins d'énergie. Hmm. Euh, Par contre, alors ça peut surprendre les gens par rapport à ça, mais moi, la saison d'aviron indoor, elle commence un mois après la compétition, la dernière compétition. Donc en fait, j'ai un mois off, mais j'ai 11 mois d'entraînement sur l'année. Hmm. Euh, c'est quelque chose, je pense, joue dans le fait que j'ai gagné des France. C'est parce que j'ai investi beaucoup, beaucoup plus de temps, d'énergie à l'entraînement, de manière générale, que la plupart de mes compétiteurs. Tu dirais que tes compétiteurs, ils ne se focalisent pas sur l'année suivante aussitôt que ça. Ouais, ça reste un sport amateur, donc du coup, ils peuvent s'y consacrer sur entre 3 et 6 mois avant la compétition. Et donc, du coup, le simple fait de commencer 5 mois avant mes compétiteurs, ça me donne déjà une avance certaine. Une avance considérable. Sur le plan force, est-ce que tu as fait des choses différemment des années précédentes? Alors, oui,
J'ai été forcé de changer parce que, alors pour tout ce qui est tirage, non, il n'y a rien qui a changé puisque j'étais dans du maintien. Mais en squat, j'ai été obligé de changer parce qu'en juin, je me suis blessé au genou Hmm. de manière complètement fortuite. Je faisais mon back squat gentiment en chaussures d'haltérophilie. Ça s'est bien passé. Et après, je me dis, tiens, je vais essayer en chaussures plates pour voir. Mon cartilage n'était pas prêt à ça. Et du coup, ça m'a vraiment fait mal sur le coup, sur une répétition qui normalement est sur une charge modérée pour moi. Et je me suis fait un abrasement du cartilage qui m'a valu 6 mois de réhabilitation. Ok. Donc, pendant 6 mois, j'ai pas pu faire de squat vraiment en force. Et j'ai préféré privilégier du coup le front squat plutôt que le back squat. Ça, Et ça t'irritait moins, ça te dérangeait moins? ouais, ça mettait moins de contraintes sur le genou. Et je me suis rendu compte en faisant d'ailleurs le front squat que ça me procurait un gainage fonctionnel pour le rameur qui était bien supérieur à ce qui m'était donné par le back squat. Et donc, j'ai décidé de complètement oublier le back squat et de ne me concentrer que sur le front squat. Ce qui a du sens d'un point de vue position, où tu as la barre qui te tire vers l'avant, tout comme quand tu pousses sur le rameur, tu as la tension qui veut te faire fléchir vers l'avant au niveau du tronc. Et donc, résister à cette flexion du tronc, ça t'aide. C'est pour ça que tu appelles ça fonctionnel par rapport au mouvement du rameur. Oui, tout à fait. Et après, il y a un second point, c'est que ma morphoanatomie est la suivante, c'est que j'ai un buste court et des jambes relativement longues, malgré le fait que je sois un nain. Du coup, je suis un bon deadlifter, naturellement, mais je suis un mauvais squatteur. Alors que par exemple, les Chinois en haltérophilie, ils ont un torse très long, des fémurs courts, donc ils vont squatter très droit naturellement, ils Mhm. vont pouvoir maximiser la tension dans les quadriceps très facilement. Et moi, j'ai toujours tendance à partir un peu en good morning, à utiliser mes fessiers et mon dos. Surtout, je suis très lourd. Alors qu'en front squat, je ne peux pas tricher. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant en front squat de vraiment travailler mon quadriceps. Sans cette blessure, tu n'aurais pas nécessairement fait cette transition sur le front squat. Et ouais. Et tu penses que le front squat a été intégral dans ta réussite cette année et ta performance? Ou en tout cas une pièce intéressante. Alors, ironiquement, ce qui m'a sauvé, c'est les bras cette année. C'est pas méchant. Mais dans l'absolu, parce qu'on reviendra sur la compétition et Ouais. ce qui s'est passé dans les quelques semaines qui Ouais. l'ont précédé, au rampe de lancement, comme tu l'as bien appelé. Mais autrement, tu penses que le front squat a été une addition très, très intéressante à ton travail de force. Ouais. Et le dernier gros changement dans l'année, ça a été que 3 mois et demi avant la compétition, avec mon entraîneur de force qui est Bastien Madinev. C'est avec lui que je fais tout ce qui est force et qui me coach par rapport à ça. Euh, J'avais discuté du fait que notamment Phil Clapp, qui est le recordman du monde en aviron indoor, utilise énormément ses bras sur le rameur. Alors, normalement, en aviron indoor, au rameur, on vous dit de ne pas utiliser les bras, et on a raison de vous dire ça. Mais dans une certaine limite, à très haut niveau, ça peut être intéressant de travailler énormément les bras pour avoir un gain supplémentaire. Et donc, je m'étais dit, ben, peut-être qu'il y a quelques pourcentages de watts à gagner avec un travail des bras plus important. Parce que euh, pour ma part, j'ai un bon dos, mais mes bras sont pas si forts que ça. Donc, on s'est mis à travailler énormément les bras sur des volumes débiles. 3 mois, 3 mois avant la compétition, et ça m'a vraiment aidé. En sachant que tu dis débile, mais déjà sur les années d'entraînement que tu as effectuées, ça fait 15-20 ans que tu t'entraînes Ouais, sérieusement, assidûment. Donc, tu as déjà accumulé un volume considérable de travail, une capacité de travail qui est oui, énorme. oui. Et donc, tu as vraiment poussé la limite encore plus sur ces 3 derniers mois. Juste parce que c'était 3 sur 3 mois. J'aurais pas fait sur une année, Ouais, hein. J'ai ouais. juste poussé pour. C'est- Mon problème, c'est que l'aviron 500 mètres, c'est un effort qui représente 60 répétitions. Donc ça veut dire que vous devez être bon sur 60 répétitions sans vous arrêter, sans discontinuer. Si vous voulez être fort, en plus d'être bon sans discontinuer, ça veut dire que vous devez enquiller des volumes de répétitions absolument monumentaux pour espérer tenir 60 répétitions avec une charge lourde. Ça représente quoi un tirage sur un 500 mètres pour donner quelques chiffres? Tu t'as tiré en 1,17. Là, cette année, Ouais, j'ai tiré en 1,18,3. 18,3. C'est mon Ton plus mauvais score. meilleur score, c'est Une 16,0. en compétition? En compétition, c'est une 16,4. OK. Et ça représente quoi en wattage? Pour donner C'est 800 watts et quelques.
C'est entre 780 et 850 watts, il me Ok, semble, ok. à vérifier. Et en termes de charge équivalente, parce qu'on a sur le rameur la charge de chaque tirage, on peut le voir Ouais, en kilos. ouais. Quand tu es sur un 500 mètres, un tirage, tu parles de 60 RM, ça représente quoi en termes de poids? Alors, en moyenne, si je me rappelle bien, c'est 140 kilos. Voilà, Donc ça donc c'est faisait... 60 RM à 140 kilos le plus vite possible. Voilà, c'est bien. C'est un sport con, hein. Mon sport, ils auraient pas dû appeler ça le aviron indoor, ils auraient dû appeler ça de l'allumage de tronçonneuse ou de tendons à gazon. Ah là, tu l'allumes là. Je pense que tu la tues déjà, la tronçonneuse, avant même d'avoir commencé à couper l'arbre. Donc voilà, changement au niveau du squat, passer du back squat au front squat à cause de la blessure. Ouais, Tu as réussi à remédier à la blessure. ouais. Haut du corps, là, c'était plutôt les bras. Quand tu dis bras, est-ce qu'il y avait, c'était certains exercices spécifiques, plus de l'isolation, Alors, plus du mouvement composé, tout? tout, pour que le système comprenne qu'il n'y a aucun échappatoire, qu'il est en enfer et que le seul moyen qu'il survive, c'est que le bras grossisse. C'est vraiment, c'est sur le brachial pardon, et le biceps. Euh, donc ça va être des trucs, par exemple, tenir 30 secondes en isométrie en tirage horizontal Ouais, avec la barre qui colle ouais, sur une charge à 50 kilos. ouais. Faire ensuite 20 répétitions sans lâcher. Et ensuite 10 répétitions de tempo en contrôlant l'excentrique. Mhm, Je fais 3 rounds de ça. Et ça, c'est le premier exercice sur 5 exercices. mhm. Je sors de là. Euh, Est-ce que tu as exploré dans cette phase des méthodes, des formats de séances, de répétition que tu n'avais jamais utilisés avant et que tu as trouvé très, très intéressant? Ouais, Bastien avait une approche très axée bodybuilding en l'occurrence. Et c'était très complémentaire à ce que je faisais d'habitude, qui est plutôt du fonctionnel, où on essaye en fait, de compenser, un peu comme en CrossFit, pour maximiser le nombre de répétitions. Quand on fait une traction dynamique en CrossFit, si on n'utilise que ses biceps et son dos pour faire les tractions strictes, on va faire beaucoup moins de répétitions que si l'on fait du dynamique. Et donc la philosophie cross-training, CrossFit, ça va être de maximiser les coordinations pour aller le plus loin possible dans les répétitions sans s'arrêter. Mhm, Le bodybuilding, c'est l'inverse. On veut isoler le muscle de telle manière à ce qu'il n'y ait aucun moyen qui s'échappe. Et du coup, on fait des charges beaucoup moins lourdes et souvent beaucoup moins de répétitions. Ou en tout cas, on change les variations, on change la posture on change les angles pour avoir le volume suffisant. Mais les séries sont assez courtes finalement parce qu'on épuise le muscle très vite. D'ailleurs, le jeu, du coup, là, c'était de faire du bodybuilding, mais sur au moins 30 répétitions. ok. Et ça a bien fonctionné. Ah, ça fond sous la langue, hein. Sur le moment, un peu dur, mais Ouais. après, mais après ça paye. Ouais. Euh, on a parlé de la blessure au genou. Parle-nous de ton approche en prophylaxie, en prévention de blessures et en remédiation également. C'est quelque chose que tu as beaucoup étudié. Parle-nous un petit peu de ton passé là-dedans. Alors, le... Alors, de base, j'ai découvert le monde du sport, de la préparation physique et de la prévention des blessures avec mon mentor, mon père spirituel dans le domaine du sport, qui a été mon entraîneur pendant des années, qui s'appelle Serge Moreau, qui est un professeur de sport agrégé à l'université Pierre et Marie Curie. Et il était très à cheval sur la prévention des blessures. Et donc, il m'a appris tout un tas de choses par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup plu. Donc, j'ai ensuite passé beaucoup d'énergie et de temps à investiguer dans cette direction-là. Ensuite, à l'INSEP, où j'ai travaillé pendant quelques années, le sujet de la prévention des blessures était un sujet très important. Donc, pareil, j'ai appris énormément là-bas. Et ensuite, maintenant, en tant que coach, je me suis spécialisé en tant que coach en prévention des blessures, en réhabilitation. Donc, j'aime bien prendre des athlètes qui sont blessés et les réamener à un niveau d'athlétisme qui est correct et qui les rend heureux. Euh, Mais du coup, dans les faits, la prophylaxie, c'est censé représenter dans la vie d'un athlète au quotidien entre 50% et 60% du volume d'entraînement total. Alors, avec la zone 2, ça représente du coup un peu moins, hein, parce que la zone 2 mange une grosse partie quand même. Mais si on oublie la zone 2, c'est à peu près ça en vérité. Mhm. C'est-à-dire que finalement, si le sport, dans mon cas, si le sport spécifique est le rameur, alors d'un certain point de vue, tout ce qui va être de travail de tirage, de lombaire, etc., est une forme de prophylaxie. Il existe une frontière floue entre la prépa physique et la prophylaxie. À partir de quel moment on est vraiment dans un espèce de gain physiologique
et à partir de quel moment, en fait, on est dans un gain prophylactique qui évitera de nous blesser. C'est pas forcément évident de distinguer la frontière entre les deux. Euh, mais typiquement, quand même, si on oublie tout ce qui est travail en charge lourde, si on admet que c'est plus de la prépa physique, de la force, et que les petits exercices, c'est de la prophylaxie, alors quand même, au moins 30% à 40% de l'entraînement, c'est de la prophylaxie. Tout ce qui va être travail de gainage, des abdos, des lombaires en isolation, du grip, la prévention des blessures, des épicondylites, non, des tendinites du coude, pour dire les choses simplement, les adducteurs, les fessiers, les mollets, la mobilité, la souplesse, le relâchement du dos, parce que je fais du rameur, je fais du ski erg, je fais du tirage, je fais du squat, mon dos il se repose jamais, donc il faut bien trouver des moyens pour le détendre. Donc je fais ça avec un tapis de lotus notamment. Je mets dessus, euh, c'est une torture pendant 5 minutes, et puis au bout d'un moment, le cerveau il te dit bon, ouais, on coupe tout. Tu tombes pas dans les pommes parce que ce serait un peu chiant pour la soirée, mais on coupe la douleur, on envoie des endorphines, et puis voilà, ça relâche le muscle. Voilà, c'est à peu près ça pour moi la prophylaxie et mon approche globale. Donc plusieurs heures par semaine que tu passes Ouais, à faire ce genre de, entre guillemets, petits exercices, pas sexy, pas fun, une dizaine d'heures. une dizaine d'heures par semaine. Ouais, à peu près. Réparti, donc tu fais à peu près 2 heures par jour, Ouais, 1 heure et demie, 2 heures par jour sur la semaine. ouais, c'est à peu près 1 heure et demie et il y a souvent une demi-heure à trois quarts d'heure qui est fait le soir avant de dormir pour récupérer. Mhm. Parce que dans la prophylaxie, vous avez les étirements, la relaxation aussi. Donc ouais. Et c'est une approche que tu prends avec toutes les personnes que tu suis, en- qui ont des objectifs de performance athlétique. Mais, à mes yeux, il existe en fait un état minimal de santé pour les muscles, ce que j'appelle les standards de santé. Bon, ça veut dire que mon compte Instagram, ça s'appelle Vin Health Standard. Et si les gens ne sont pas dans les clous par rapport à ces standards de santé, ils ont un risque important de se blesser. C'est certain, dans leur activité. Sauf s'ils sont sédentaires et qu'ils passent leur vie dans un fauteuil. Du coup, il est important de mettre en place des tests physiques pour tester du coup ces muscles. Et je vois ensuite si les athlètes sont dans les clous en termes de standards de santé. Et on peut même aller plus loin et dire qu'il y a des standards de performance. Donc, on rajoute de la difficulté sur les tests pour savoir si l'athlète est suffisamment performant. Parce que si l'athlète, par exemple, n'a pas, en aviron indoor, si je prends mon sport, des adducteurs suffisamment forts, les adducteurs au rameur, ils sont utilisés comme stabilisateurs du bassin. Donc, vous allez faire votre rameur, vos adducteurs ne sont pas assez forts, ils vont mal stabiliser votre bassin et ça va se terminer en pubalgie. Ça, c'est le côté physiopatho. Côté performance, si vos adducteurs ne sont pas assez forts, votre extension de bassin sera moins stable, vous allez perdre en énergie et donc vous allez être juste moins bon sur le rameur. Ça peut vous faire perdre. Alors, des adducteurs, ça va vous faire perdre 0,2, 0,3 secondes. Mais typiquement, moi, cette année, j'ai fait une 18,3. Le second a fait une 18,6. On est là. Les petits pourcentages qui, au final, font la différence quand ils sont additionnés. Ouais. Tu me l'avais expliqué. Parlons un petit peu de comment tu as défini ces standards de santé et ces standards de performance. Alors, par exemple, dans différents sports, en athlétisme, ils ont des exercices spécifiques, par exemple, pour renforcer les ischios. Dans le domaine du bras de fer, les ferristes, ils ont des exercices spécifiques pour renforcer donc, le cupping, la fermeture ou le pincement et la prévention des tendinites de l'avant-bras. Ça a été en partie à un moment donné mon travail d'aller chercher dans les différentes disciplines existantes, olympiques ou non olympiques, des exercices de préparation physique utiles aux athlètes dans leur sport et les amener à d'autres athlètes dans d'autres disciplines pour les aider à prévenir les blessures. Et c'est simple, en fait, je me suis rendu compte que les athlètes, par exemple, si je prends les ferristes, un exercice pour la prévention des problèmes de poignet, qui consiste à faire ceci en étant debout, ils font des volumes qui sont de l'ordre de 100 répétitions par jour, 5 jours semaine. Très léger, enfin très léger pour eux, pas léger pour nous. Et du coup, j'ai testé sur moi, j'ai testé sur mes athlètes des volumes beaucoup plus édulcorés, avec des charges beaucoup plus basses, et
avec le temps, j'ai trouvé, mais c'est de manière empirique que j'ai trouvé ça, donc c'est peut-être sous-optimal, mais ça reste quand même assez solide par rapport aux choses que j'ai testées. J'ai trouvé donc des seuils de répétition et de charge en fonction du pourcentage de poids de corps, mais pas toujours, qui permettent en fait d'assurer que la personne ne se blesse pas sur une coordination spécifique. Et en l'occurrence, par exemple, sur cet exercice-là, ça va être capable de faire 50 répétitions sans s'arrêter avec 5% du poids de corps, ça c'est le standard de santé, Mm. et 10% du poids de corps, c'est le standard de performance pour un athlète qui a besoin d'un grip important. Ouais. C'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience aussi. On travaille ensemble depuis le mois de novembre maintenant Ouais, sur notamment ma prophylaxie, mon retour de blessure avec les problèmes de dos que j'ai depuis des années maintenant et que j'avais pas vraiment pris le temps de traiter correctement. Au début, tu m'as fait faire une batterie de tests ouais, qui ont permis d'orienter le travail et de dire, voilà, ça c'est faible par rapport au standard, il faut qu'on travaille plutôt ça, qui te permettent d'orienter le travail. Donc, en gros, tu as développé ouais. ton modèle avec ses standards de santé et ses standards de performance que tu vas appliquer ensuite selon les contraintes de différents sports avec les sportifs que tu accompagnes. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et du coup, c'est adapté en fonction du poids de la personne et aussi de ses objectifs et de son sport. Ça ne sert à rien de faire du travail de grip, par exemple, à un marathonien. Sauf si il s'avère que le marathonien à côté est un informaticien et qui chope en permanence des tendinites de répétition. Mais voilà. C'est clair. Force, prophylaxie, endurance. Tu as parlé du volume considérable que tu as fait en zone 2, zone 3 cette année par rapport aux autres années. Ouais, De manière générale, si tu devais décrire ton approche au travail d'endurance pour ton sport, pour le 500 mètres rameur, ouais. quel est le rôle de l'endurance pour un sprint en fait? Alors, c'est très controversé, hein, ce sujet. Donc, je vais dire ce qui a marché pour moi et je vais vous donner un angle un peu plus large après. Euh, ce qui, n'ayant pas un cardio extraordinaire, une VO2 max extraordinaire, a été vraiment très utile pour moi, ça a été de faire un énorme volume en basse intensité pour regagner de l'endurance fonctionnelle, pour faire monter mes seuils de manière générale. Et à côté de ce volume en basse intensité, zone 2, zone 3, j'ai fait du spécifique zone 6, zone 7, zone 8, zone 9 pour moi dans mon repère de zone. Donc c'est au-delà de la VO2 max, hein. C'est sur des efforts qui durent maximum 2 minutes si on est en all-out, mais la plupart du temps, c'est des efforts de maximum 45-50 secondes, pour être honnête. Donc du très très spécifique de sprint et du foncier. Donc c'est une approche Polarisé? polarisée. Ouais, même, ouais, je ne sais même pas s'il y a un terme spécifique parce que techniquement, si on parle de polarisation des intensités, on va souvent dire basse intensité et haute intensité, donc domaine modéré et domaine sévère, Ouais, donc zone 1, 2 et zone 5. ouais, Mais j'ai pas. En gros, dans les modèles de planification ou de distribution d'intensité, ça inclut rarement le domaine extrême, qui est donc au-delà de la zone 5 qui inclut, comme tu l'as dit, zone 6, 7, 8 et 9 ou plus selon comment tu départages les différents types d'entraînement selon ta discipline, hein. ouais, Ça, c'est très individuel aux différents sports et aux différentes approches des entraîneurs. Euh, mais j'ai rarement vu une distribution d'intensité qui incluait en fait le domaine extrême. Parce que souvent, les distributions d'intensité, on en parle dans des sports d'endurance plutôt longs, ouais, la course à pied, le triathlon, le cyclisme. Et donc, le domaine extrême joue un rôle beaucoup moins important ou beaucoup moins central dans la planification. ouais, Mais on peut tout à fait dire, à mon avis, ouais, un entraînement polarisé avec de la basse et de la très très haute intensité. ouais, ok. Alors, du coup, sur la semaine, un seul entraînement de haute intensité de sprint, parce qu'il faut quand même pas oublier que j'ai quand même un entraînement de squat qui me détruit les jambes, et d'ailleurs pour lequel il me faut plusieurs jours pour récupérer, et un entraînement de tirage qui, même si il n'est pas trop fatigant pour le système central, il reste quand même un peu contraignant mécaniquement parce que c'est des charges. Je fais de l'entretien à 230 kilos, c'est, sais pas rien pour le corps. Donc, je suis obligé de récupérer un petit peu quand même. Donc, un seul entraînement de sprint, et alors à côté, autant de volume que je peux sur le vélo, sur le rameur en zone 3 un petit peu, mais surtout beaucoup sur le skiag. Bizarrement, je fais très peu de rameur en réalité dans l'année, hein. C'est une des particularités, je pense, qui surprend peut-être un petit peu les gens.
Ouais, c'est que techniquement, dans la semaine, tu as un entraînement spécifique rameur, ouais, des fois un petit peu plus, comme tu l'as dit, mais souvent, c'est le seul entraînement que tu fais sur le rameur. ouais, sur la majorité de l'année. Après, quand se rapproche de la compétition, ça change totalement. Je passe à deux, trois entraînements. On peut pas, on peut pas gagner un sport sans le faire, hein. À un moment donné, Et il faut aussi prendre en compte là-dedans que tu as des années de pratique sur le rameur. ouais. Et donc, au niveau technique, tu as déjà t'as déjà une base qui est considérablement élevée et que tu peux maintenir au cours de l'année. Et comme tu l'as dit, pousser un petit peu les curseurs proches de la compétition. Mais tu n'as pas besoin de travail technique à l'année parce que tu as déjà ces années de pratique. Ça fait 7 ans que je fais du rameur en compétition. Alors, c'est malheureux, hein, mais le semi-technique, donc tout ce qui est travail technique pour être meilleur sur le geste, je suis quand même obligé de le faire maintenant, à mon grand regret. Je pensais qu'à partir de 2 3 ans, on avait un espèce de diplôme et puis on pourrait arrêter à tout jamais. Je suis quand même obligé de le faire, mais j'ai pas besoin de faire du coup 20 minutes par session. Je peux faire juste 5 minutes et ça me règle naturellement. Ça, c'est quand même c'est confortable. Zone 2, zone 3, parle-nous un petit peu plus du transfert que toi tu vois sur ton mouvement de compétition et plus globalement sur tes entraînements. Alors, sur le mouvement de compétition, sur le mouvement lui-même, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, sur l'effort physiologique, ça recule mon mur, le mur lactique, entre guillemets, le mur d'acidose métabolique qu'on prend dans la face à partir de 300, 350 mètres. Alors, ça dépend, parce que si vous n'êtes pas habitué à faire du rameur, vous faites un sprint rameur à fond, vous allez prendre le mur à 200 mètres à peu près, 200, 220 mètres pour la plupart des gens. Quand on est très entraîné, on prend le mur à partir de 300 mètres, voire un peu plus. Et après, le jeu, c'est de prendre le mur le plus loin possible pour que ensuite l'espèce de zone sombre, les ténèbres qui suivent après ça, soient le plus court possible. C'est une analogie qui me vient, c'est celle du sprint sur 100 mètres, Ouais, où on pense toujours que les gens ils sprintent et qu'ils continuent d'accélérer sur la totalité de la distance, alors que alors même à très haut niveau, si on prend un Usain Bolt par exemple sur son record du monde, si je me souviens bien, il atteint son pic de vélocité entre 70 et 80 mètres. Et ensuite, il est sur plus du maintien, voire un petit peu de la décroissance de vitesse. ouais, Donc, contrairement à ce qu'on pense, sur un 100 mètres, c'est de l'endurance de vitesse. ouais, La majorité des sprinteurs, même élites, arrivent à leur Vmax entre 60 et 70 mètres. plutôt, ouais. Et ensuite, c'est du maintien ou voire un petit peu de la descente. C'est un petit peu pareil sur un 500 mètres rameur où au final, tu vas, dans le jargon, on dit fly and die, dans le sens où tu vas partir très fort. Ouais, ça fais des frissons, quoi. Tu pars très fort Ouais, et tu peux pas t'empêcher de décélérer sur la fin. ouais, C'est ce qui va te donner le meilleur score, hein. ouais. On ne peut pas y aller en progressif sur des efforts courts comme ça. Mais le parallèle tient avec le sprint. Après, la problématique qu'on a, c'est que si on part trop fort, vraiment en all-out, le mur lactique va être tellement violent qu'on va éclater en petits confettis juste après. Donc, tout le jeu, d'ailleurs, c'est aussi le jeu de l'entraînement, va être, sur les phases d'entraînement lactique, va être de trouver la bonne vitesse à laquelle prendre le mur pour pas exploser après et avoir une décroissance la plus basse possible. Donc, il y a quand même une gestion de l'effort qui est très, très importante, malgré le fait que ce soit un effort qui est extrêmement élevé en termes d'intensité. Ouais, C'est pas du all-out non, d'entrée de jeu. ouais. C'est pas comme si tu faisais un 100 mètres. Ouais, je pense qu'au rameur, tu peux faire un all-out sur 200 sans souci, mais dès qu'on est à partir de 300 mètres, il faut commencer à réfléchir à la stratégie. Mhm. Ouais. Donc, on revient sur le rôle de la zone 2, la zone 3 sur ce mur. Mais du coup, la zone 2 me permet de faire reculer mon premier seuil. Donc, du coup, derrière, j'ai une zone 3 qui est plus élevée. Et en travaillant la zone 2 et la zone 3 en même temps, je fais reculer en fait ce mur lactique. Parce que je fais probablement reculer aussi mon second seuil Mhm. d'une manière plus ou moins indirecte, même si je ne travaille pas spécifiquement la VO2 max. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait surpris l'année dernière. J'avais travaillé beaucoup la VO2 max. Enfin, j'avais travaillé relativement bien la VO2 max à un moment donné et ça m'avait pas du tout aidé sur le lactique, sur l'acidose métabolique. Et donc, pour moi, j'avais compris que ce qu'il fallait que je travaille en priorité, c'était zone 2, zone 3 pour faire reculer ce mur lactique. Et effectivement, ça me fait gagner 5 mètres, 10 mètres. On sait rien, sur l'effort de compétition, ça va être un tirage, voire deux tirages. Donc sur 60 répétitions, c'est deux gestes seulement. Mais si on remet à 100%, ça représente entre 2, 3, 4%. Et encore une fois, à ton niveau, c'est ces petits pourcentages qui font la différence au final. Ouais.
C'est intéressant au niveau physio, la zone 3, à ma connaissance, qui va nous aider à mieux recycler tous les produits métaboliques. Oui, Produits métaboliques qu'on génère notamment en grande quantité à haute intensité, et encore plus à très haute intensité. oui, Donc en gros, c'est un petit peu cette zone 3, augmenter ta centrale de recyclage des déchets. Hein. On sait que ce n'est pas des déchets à proprement parler, mais c'est des déchets, des produits dérivés métaboliques. oui. Et on peut mieux les recycler, et ce qui te permet potentiellement de repousser ce mur. En fait, ouais, ce que je crois vraiment, c'est que la zone 2 en très gros volume me permet d'encaisser un volume beaucoup plus important en zone 3. Et le volume en zone 3 est la clé pour repousser ce mur métabolique. Alors ça, c'est ma perception. Il y a un schisme dans le domaine de l'aviron indoor, mais c'est vrai aussi dans d'autres sports, concernant d'un côté les gens qui font comme moi et les gens qui font beaucoup de travail de VO2 max et de spécifique et quasiment pas de zone 2 et zone 3. Donc, je vais vous prendre l'exemple du numéro 1 mondial et du numéro 2 mondial. Le numéro 1 mondial, c'est Phil Clapp. À 18 ans, il faisait 5,48 au 2000 mètres sans vraiment s'entraîner. Après un an d'entraînement au rameur, hein. Ce qui est déjà, Dégueulasse. ce qui est- déjà 6 minutes, c'est une barrière qui est. Ben, 6 minutes, c'est la barrière pour rentrer en équipe nationale en France, hein. Hmm. Donc 5,48, c'est la barrière pour rentrer avec les aliens dans l'équipe intergalactique. Ça fait une 30 au 500. En watts, ça représente quoi? C'est 480 watts. 480 watts, ouais, c'est Ça, ça. ça, c'est pour une 30. Mais 5,48, il faut être à 400 et quelques watts. Mhm, mhm. Euh, 500, 500 et quelques watts, pardon. 500 et quelques watts. Bon, donc du coup, Phil Clapp, lui, il considère que la zone 2, ça sert à rien. Et que la zone 3, bon, c'est pour rigoler de temps en temps. Et qu'il n'y a que la VO2 max qui compte et que le lactique qui compte. Et il a un record du monde en 1,10,5 au 500. Maintenant, Cameron Warham, qui est le numéro 2, qui, à mes yeux, d'ailleurs, au dernier championnat du monde, aurait dû gagner. Mais bon, on va en discuter de ça. Cameron Warham, un peu plus petit que Phil Clapp, qui fait 2 m 06, 07. Lui, il fait que 2 m 03, un truc comme ça. Un grand nain. Et moi, je me retrouve contre des gens comme ça, hein. Bref, peu importe. Euh, il faisait 160 kilos avant. C'était un powerlifter qui squattait des charges absurdes. Et il s'est mis au cardio. Et il est descendu, du coup, à un moment donné, il est descendu à 115, puis il est remonté à 120, 125. Là, en ce moment, il a pris une petite retraite parce que je pense qu'il en a un petit peu marre du rameur. Peut-être qu'il y reviendra. Lui, il a une base de force très importante, mais sa base cardio est nulle et non avenue quand il a commencé. Et donc, il a fait des volumes absurdes de cardio. Et quand je dis absurde, c'est vraiment absurde. Des sessions de 7 heures, 8 heures sur le rameur. Parce que lui, il aime bien travailler sur le rameur. Il a une approche totalement anachronique par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Par exemple, euh, si on vous enseigne le rameur, on va vous dire mettez une résistance faible pour sentir le geste, sentir le fouet lent, avoir une meilleure approche gestuelle, technique dans la sensation. Comme on ferait en haltérophilie avec une barre vide ou avec un bâton pour d'abord maîtriser le mouvement à vide, même si c'est plus dur, hein, pour les débutants. Ils me disent Voilà. souvent, ouais, mais j'aime bien mettre du poids parce que je sens plus. Ouais. Mais au final, si on maîtrise le geste à vide, le transfert sur les charges va être beaucoup plus intéressant. Mais lui, il va vous faire 3 heures de rameur zone 2 à 10 de résistance, donc à 240 de rack factor. Ce qui est inhumain d'ailleurs en termes de sensation, hein, pour avoir déjà fait du 20 minutes là-dessus, bref. Et il s'est développé, du coup, comme ça, un cardio absolument colossal. Il est capable de tenir sur un bike erg 367 watts, si ma mémoire est bonne, sur une heure. Je sais plus si c'est 363, entre 363 et 367 watts sur Ouais, une heure. un vrai FTP. Et à 72 coups par minute. Voilà. Méditez bien sur ces chiffres. Des scores vraiment durs. Ouais, ouais, ouais. Et au rameur, c'est pareil. Et, euh, et Philippe Clapp l'a battu au dernier championnat du monde à 1/10 de seconde. Voilà. Et à mes yeux, donc je vous donne mon point de vue là-dessus, il aurait dû gagner parce que Cameron était sur place lors de la compétition, Philippe Clapp était à la maison, et, parce on pouvait mélanger le à distance et le sur place. Mais Philippe Clapp, du coup, il avait son rameur qui était parfaitement tenu, alors que Cameron, non. Et sur ces niveaux de développement de puissance, puisque là, on est sur du 1000 watts de moyenne, affiché d'ailleurs par l'ergomètre, alors que le rameur est probablement sous-estime considérablement quand on est sur des wattages très hauts, le wattage réel, mais peu importe.
Bah, du coup, à mes yeux, c'est Cameron qui a gagné ces championnats du monde-là. Donc avec tout ça, on voit qu'il y a Il y a deux grandes différentes familles. manières d'arriver à des performances de très haut niveau. Ouais, si vous êtes très fort mais que vous manquez beaucoup de cardio, c'est vraiment très intelligent de faire la zone 2 et la zone 3 en très gros volume, comme moi. Si vous avez déjà un très bon cardio de base, si vous avez une très grosse machinerie, alors effectivement, peut-être que pour vous, le plus efficace pour progresser le plus loin possible, c'est de faire la zone 5 et du sprint. C'est peut-être là où le passé de l'athlète et les prédispositions anatomiques, génétiques jouent un rôle également. Phil, je sais qu'il fait beaucoup de voile. Hein, Oui, c'est un athlète de voile à la ouais, base. Donc, il doit avoir une capacité de travail avec des heures passées sur le bateau depuis qu'il était petit considérable, à mouliner, à mouliner. Et donc, ça joue aussi avec voilà, le passé de l'athlète, ce qu'ils ont fait. Et donc, souvent, en tout cas, ce qui semble émerger, c'est que souvent, eh ben, ce qui va fonctionner pour quelqu'un va être intimement lié à ce qu'ils ont fait, ce pourquoi ils sont faits à la base et tout leur passif sportif jusque-là. ouais, exactement. Force, endurance, prophylaxie, récupération. Parle-nous de ton approche à la récupération dans l'entraînement. Les cookies, c'est la vie. Ouais. Alors, la récupération, donc la zone 2 m'aide à récupérer. Le sommeil est très important, même s'il a été pour moi beaucoup perturbé cette année parce que à côté de l'entraînement annuel pour préparer la compétition, j'ai eu beaucoup d'échéances de travail très importantes, notamment avec l'écriture de mon bouquin, qui du coup ont pas mal perturbé mon année. Après, on fait comme on peut, hein. Mais normalement, le sommeil est très très important. D'ailleurs, pour ça, j'ai un réveil lumière plutôt que d'avoir un réveil normal. Ça permet à mon système de se réveiller tout en douceur et d'un point de vue endocrinien, de s'allumer gentiment, plutôt que d'être réveillé brutalement par une sonnerie en mode «Réveille-toi!» C'est, depuis que j'ai ce truc-là, c'est une douceur dans ma vie que je vous recommande vivement. Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. Et après, ça va être, il y a deux choses. Il y a les glucides intra-séance. Alors, c'est quand même complètement con qu'à ma quatrième année où j'essaie de gagner les championnats de France, je me rende compte que en fait, prendre des glucides pendant les efforts cardio longs ou à l'entraînement, ça fait une très grosse différence. C'était quoi? C'était juste avant l'été, non? Ouais, On en avait discuté. ouais, Tu as commencé à l'implémenter. ouais. Et alors là, ça a explosé. C'est-à-dire que, dites-vous qu'avant, donc, je faisais des entraînements parfois qui duraient 4 heures sans sucre, sans rien. Mais par contre, maintenant que j'ai ça, tant que j'ai du temps dans la journée, je peux m'entraîner non-stop. Je peux faire l'entraînement de 7 heures d'affilée, il n'y a pas de problème. Bon, je dors bien le soir, par contre, hein. Tu m'as écrit, tu m'as dit, j'ai l'impression d'avoir des super pouvoirs. Ouais, au début, c'était vraiment cette sensation-là. Euh, Ça a été l'une de mes découvertes cette année, les glucides intra-séance. Alors, ma copine cycliste, elle se moque de moi là-dessus, mais bon, on en apprend chaque année, hein, c'est très bien. Le... Pour la récup, c'est à peu près tout, je pense. Chaud, froid, c'est quelque chose que tu utilises? Soit l'un, soit l'autre, soit les deux? Alors, cet été, j'ai fait une minute de douche froide le matin. Ah! Ah! J'ai une perception mitigée là-dessus, parce que j'étais surtout très énervé toute la journée. Ok. Peut-être que Nerveusement, ça te réussissait pas trop? j'étais énervé, donc j'étais réveillé, hein. Mais j'étais de mauvais poil pendant tout l'été à cause de ça. Le chaud-froid, je le fais de temps en temps, mais si je le fais, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, j'ai une contracture qui ne part pas. Et dans ce cas, je vais faire un protocole chaud-froid. Une minute dans un bain très chaud, 2 minutes. Non, pardon, je répète. Une minute dans un bain très froid, 2 minutes dans un bain très chaud, entre 8 et 12 fois. Ça, ce genre de choses, c'est très efficace. Surtout quand c'est couplé derrière à un massage, plus un cataplasme, c'est très très bien. Mais la plupart du temps, non, surtout en hiver, je ne fais pas de froid. Le simple fait de sortir de mon lit est un inconfort suffisant dans ma vie. D'ailleurs, on est sorti ce matin et il pleut, C'était contrairement bien. aux 2 jours d'avant où il faisait bon. Ouais, mais Euh, ça, c'était bien. Ça allait? Ouais, moi Ouais. j'aime ce C'est pas genre de trop marche le brutal? matin, j'aime bien. Ouais. Ouais, ouais. C'est intéressant ce que tu dis avec le froid,
Parce que il y a les absolutistes du froid qui disent que le froid va résoudre tous tes problèmes et que c'est un petit peu comme les maximalistes cétogènes qui te disent que si tu ressens pas les bénéfices, c'est parce que ça fait pas assez longtemps que tu le fais. Ah, Et qu'il faut pousser, pousser, pousser jusqu'à ce que tu sentes les bénéfices. Et il y a certaines personnes qui parlent du froid de cette manière-là, qui disent non, non, c'est bon pour tout le monde, peu importe ton état initial, peu importe le contexte global, et que si ça te fait pas du bien, c'est juste que tu l'as pas assez fait. Mais j'ai eu des retours, plusieurs retours, et c'est intéressant d'avoir le tien là-dessus, de gens qui disaient que en fait non, ça les met plus dans le mal qu'autre chose en fait. Là où pour certaines personnes c'est un stress qui va avoir au final un net positif, pour certaines personnes il semblerait que ce soit un stress avec un net négatif. si la violence ne résout pas vos problèmes, c'est que vous n'utilisez pas assez de violence. C'est ça. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'hormèse, donc la capacité qu'a le corps à s'adapter à un stress, et il y a cette problématique de couper l'inflammation avec le froid. Moi, il s'avère que déjà, je stresse mon corps suffisamment en termes de volume dans la semaine, donc j'ai peut-être pas besoin de m'en rajouter une petite couche avec le froid. Il y a peut-être ça. Et l'autre point aussi, c'est que si vous vous exposez trop au froid, vous allez couper les processus d'adaptation. C'est quelque chose de très bien documenté scientifiquement. Et c'est complètement con de faire des efforts super durs pour ensuite couper une partie de ces adaptations en faisant 5 à 8 minutes de bain froid après une séance. Donc là, le mieux, c'est l'individuel, c'est de tester et de voir si on en ressent l'efficacité ou pas. Je suis sincèrement convaincu du fait que si on est profondément connecté à nous-mêmes et pas à notre monde connecté à la con, on sait ce dont on a besoin en termes de froid, par exemple, sur ce sujet. Tu as parlé un petit peu de la nutrition intra-séance. Ouais. Ton approche globale de la nutrition, comment tu la décrirais? Les cookies. Alors ça, c'est un sujet de conversation que j'ai souvent avec Bastien, mon entraîneur de force. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai un peu modifié cette année et depuis l'année dernière aussi, depuis que je le connais. J'ai augmenté mes apports en protéines. Tu t'étais à combien avant et tu es à combien maintenant? En Je, sachant qu'au poids de corps, tu es là à 100. je suis à 61 kilos. Bien, bien essayé. T'es pas aussi nain que ça quand même. Ouais. Alors là, normalement, maintenant, là, je suis à 103. Le jour de la compétition, j'étais à 105. Ouais, L'objectif, là, c'est de redescendre. Dans l'année, je suis à 104, 105. ouais. L'année dernière, j'étais monté à 108, mais ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. L'approche pour la nutrition est la suivante. Alors, pour le rameur, plus on est lourd et musclé, mieux c'est. Donc, il faut des apports importants en nourriture et notamment en protéines pour gagner en masse musculaire. Quand on s'entraîne beaucoup, et qu'on fait un peu du power building, hein, c'est-à-dire quand je reprends les termes de Bastien, c'est-à-dire on crée de la puissance, mais on crée de la masse en même temps. Il faut une quantité absurde de protéines. Avant, j'étais entre 1,5 et 1,8 grammes par kilo de poids de corps, Mhm. parfois à 2 où je faisais les jours d'entraînement de force. Et maintenant, j'ai aucun scrupule à monter à 3 les jours de force et de rester à 2, 2,5 les jours où je m'entraîne pas, ou plutôt je ne fais pas de la force spécifiquement. Parle-nous, parce que je crois que tu me l'avais cité, pour les gens qui ont encore peur pour leur rein au niveau de leur apport protéique, les études qu'ils ont fait pour montrer que Ouais. c'est pas un problème. Oh, Donc, je te laisse expliquer. oui, oui, la grosse problématique avec l'excès d'apport en protéines, de manière générale, votre système, il est à l'équilibre, hein, ce qu'on appelle l'homéostasie. Si il sort de cet équilibre-là, il va vouloir y revenir. Lorsque vous êtes sédentaire et que vous vous entraînez jamais, il est probable que manger beaucoup de protéines soit en fait plutôt délétère pour votre système, qui va pas pouvoir tout absorber. Il va se retrouver avec des déchets azotés un peu partout et ça va pas être bon pour vos cellules. Mais quand on est sportif et qu'on bouge tout le temps, euh, les protéines, c'est pas seulement du structurel, c'est pas seulement quelque chose qui va constituer la structure de vos tissus, pas seulement de vos muscles, hein, mais de tous vos tissus, le pancréas, le foie, la peau, etc. C'est aussi un substitut métabolique qui va être utilisé pour la signalisation chimique et les réactions dans les cellules. Et donc, certains acides aminés, comme la leucine par exemple, ont cette double utilité. Et à cause de ça, du coup, il en faut des quantités qui soient absolument colossales si on veut faire fonctionner le système.
à plein régime. À plein régime, ça ne veut pas dire de manière supraphysiologique comme dans le cas où des gens prendraient des produits dopants. C'est juste de manière optimale, maximale, pour la performance sportive. Tout ce qui va être longévité, etc., on en parlera une autre fois. Là, on parle vraiment de la performance sportive. La crainte qu'ont beaucoup de gens depuis des années, mais ça j'en ai parlé un peu dans le podcast sur le dopage, Mhm. c'est que manger des protéines en excès vous détruisent les reins. D'où vient cette idée à la base? À la base, ça vient d'un constat qui a été fait dans les années 90, quand on avait mis des gens avec... ils ont testé un apport protéine extrêmement élevé chez des personnes avec des protéines en poudre, Mhm. et ils ont remarqué que les reins étaient en train de se désagréger. Mhm. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans les protéines en poudre, il y avait du stanazolol, qui est un stéroïde anabolisant, et c'était ça qui produisait cet effet-là. Ils, Allez, sa- bon, ils savaient qu'ils étaient dopés les gens ou pas? non, non, mais non, parce qu'en fait, les normes d'hygiène et de conception des produits n'étaient pas les mêmes que maintenant. Maintenant, c'est résolu, ces trucs-là, mais C'est pour ça que la poudre protéique, ça marchait vachement mieux à l'époque. voilà. Mais si vous voulez avoir des infos là-dessus, allez voir le podcast sur le dopage, il est très complet par rapport à ça. Bref, euh, l'effet qui est attendu dont les gens ont peur, c'est que ça détruise le taux de filtration glomérulaire des reins. Donc la capacité qu'ont les reins à filtrer les toxines au sens large du terme. Mais maintenant, ce qui a été montré avec des études randomisées double aveugle, bref, des choses qui excitent beaucoup de gens, c'est que lorsqu'on fait prendre des protéines en grosse quantité à des gens, c'est plutôt protecteur en réalité pour les reins, qui du coup travaillent de telle manière, s'adaptent, en fait c'est de l'hormèse, hein, on s'adapte à un stress pour mieux filtrer. Donc le problème, en fait, la problématique va être en amont, c'est si la personne en fait utilise correctement ses protéines dans son activité ou si elle ne les utilise pas du tout. Si elle ne les utilise pas du tout, que la personne est sédentaire, effectivement, ça peut être un problème. Pas forcément spécifiquement sur les reins, mais sur d'autres tissus, sur le foie et dans les muscles. Mais si la personne s'entraîne suffisamment, il n'y a aucun souci, et particulièrement, il n'y a aucun souci pour les reins. Il y a plein d'études qui ont été faites. Il y en a une qui était rigolote, parce que notamment le problème de la créatine, c'est le même problème. Ils avaient fait prendre 30 grammes de créatine à des personnes obèses en mauvaise santé pendant plus de 5 ans, Tous les jours, hein. tous les jours. Donc 30 grammes, normalement la recommandation c'est 5 grammes, hein. Donc 30 grammes, on est là, hein. On est en place. Euh, et il n'y a eu aucun effet délétère sur les reins qui a été observé. Donc, pour conclure, prendre des protéines en grosse quantité, c'est pas gênant tant que vous êtes sportif et que vous bougez beaucoup. Encore une fois, je m'entraîne 20-25 heures par semaine, hein. Donc, c'est pas des... Si vous faites 3 fois du rando roller par semaine, hein, je suis désolé, ne faites pas comme moi. C'est pas comparable. C'est vrai qu'il y a un souci avec le rando roller. Non, il y en a pas, Chacun hein. son truc. Chacun son truc, mais il y a des activités qui sont plus ludiques et des activités qui sont juste objectivement plus dures. Ouais, bref. Donc, apport protéique beaucoup plus important cette année. Voilà, et donc du coup, j'hésitais pas à être à 3 grammes par kilo de poids de corps, donc avoir 300 grammes de prot par jour si nécessaire. Et ça m'a totalement changé ma perception, ma récupération. J'ai récupéré beaucoup mieux, je pouvais encaisser beaucoup plus rapidement les séances, et ça me permet d'être littéralement increvable aussi sur les séances. En plus du sucre, ça c'est vraiment le second point phare. Intra-séance donc. Ouais, Euh, Calories par jour sur les gros jours d'entraînement, tu étais à combien à peu près? 8000, 8000. les gros. Sinon, en temps normal, on est plus sur entre 4 et 6000. Ouais, ouais. Caféine? Et alors, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert cette année. Euh, T'arrives tard à la fête, hein? ouais, 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 c'est un peu nul, hein. Alors, je buvais déjà du café et ça me servait entre guillemets de produit dopant avant les compétitions parce que ça me faisait un effet monumental. Parce que je suis très sensible à la caféine. Mais ça, c'est le café normal. Mais j'ai appris que des scientifiques fous avaient créé des chewing-gums de caféine ou des boosters de caféine à la caféine pure. Je- Laisse-moi juste donner mon cas pratique qui m'avait bien fait rire et qui me fait toujours rire d'ailleurs. Quand je faisais de l'haltérophilie à l'époque, un ami qui faisait lui de la force athlétique, qui avait du coup arrêté, m'avait donné sa petite bouteille de capsules de tablettes de caféine. Je buvais pas de café à l'époque. Je n'avais jamais touché de la caféine du coup, en tout cas pas par ces biais-là. Et j'ai eu la bonne idée de prendre une ou deux tablettes avant mon entraînement d'haltéro. Et après 15 minutes,
catastrophique. J'ai dû arrêter ma séance parce que j'étais littéralement comme ça et je ne pouvais même pas gripper ma barre ou me concentrer sur mon mouvement d'haltérophilie. Donc ça, c'était mon expérience avec des capsules de caféine. C'est beaucoup plus puissant que le café normal, hein. En termes d'absorption, c'est le jour et la nuit. Et, et du coup, alors, il s'avère qu'en compétition, c'est limité. On ne peut pas prendre plus de 500 milligrammes de caféine normalement. C'est par exemple le cas en force athlétique, Si tu es testé, si j'ai testé, voilà. ouais. D'ailleurs, ça, il faudra qu'on en parle aussi. Mais en 4 ans de compétition où j'ai gagné 4 fois, j'ai jamais été contrôlé au championnat de France. C'est quand même. Contrôlez-moi, s'il vous plaît. Non, mais c'est important. On ne peut pas se fier seulement sur le bon vouloir des gens. Mais bon, bref. Euh, Caféine. Caféine. Du coup, j'ai découvert ça. Le premier jour où j'ai pris ça, j'ai fait un entraînement de force où j'ai fait que des PR sur 3 mouvements de force différents. Donc en front squat, en traction lestée et en rowing. Je crois que à un moment donné, j'ai fait un rowing à 180 parce que c'était sur la fin, je ne savais plus quoi faire, donc je faisais ça. Je suis rentré chez moi, j'ai fait 2 heures de zone 2. Je fais ah. Ensuite, je devais aller manger chez un ami. Mais si je n'avais pas cette obligation sociale, entre guillemets, j'aurais fait 2 heures de zone 2 supplémentaires. Je suis arrivé chez lui, je parlais super vite, c'était insupportable. Il me disait, mais parle doucement, parle doucement. Et je suis resté comme ça, excité, alors que j'ai pris que 2 chewing-gums de 75 milligrammes, donc j'ai pris 150 milligrammes de caféine. J'étais comme ça, jusqu'à 1 heure du matin. Et après, ça s'est calmé, j'ai pu avoir une petite nuit de 4-5 heures. Donc, très, très, très puissant. Euh, Et du coup, je me dis, bon, bah, très bien. Alors, Bastien voulait que je prenne 500 milligrammes le jour de la compétition. Et moi, je cru que j'allais faire une crise. Si je fais ça, je fais une crise cardiaque, hein, ou je tue quelqu'un. Mais dans tous les cas, ça se passe mal pour quelque part de moi. Donc, je n'ai pris que 350 milligrammes le jour de la compétition. Et dans le tram, j'étais j'étais comme ça, en train d'acheter mes chewing-gums. Mais ça, pour le coup, ça m'a vraiment aidé pour la douleur, mais on en parlera après. Donc, ouais, la caféine, très grosse découverte. Et alors, sincèrement, je pense que pour moi, ça me fait monter un peu trop le palpitant. Ça m'a été utile pour ces compétitions-là spécifiquement, mais peut-être que dans mon cas, 350 milligrammes, c'est un peu trop. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande à ceux qui veulent. Je recommande aux compétiteurs d'aviron indoor qui veulent tester, d'abord de le tester un peu à la maison un jour pour un 400 mètres ou un 350 mètres. S'ils voient que ça leur est bénéfique, alors banco pour la compétition. Caféine, un dernier point sur ta saison d'entraînement, l'entraînement respiratoire. Donc le Big Better, donc ça on avait fait ça au printemps de l'année dernière, donc très grosse sensation, très grosse progression sur la, la perception de la difficulté respiratoire qui s'est totalement atténuée sur le ski alp, sur le rameur, sur le vélo. Ça t'avait surpris? Beaucoup, ouais. On avait fait un retour, une vidéo spécifique là-dessus, où je donnais les chiffres, et oui, ça m'avait beaucoup surpris. Après, j'ai fait de l'entretien. Et j'ai refait donc lorsque j'ai fait ma rampe de lancement, qui est le mois avant la compétition, j'ai refait du Better 2 à 3 fois par semaine. Et pareil, je pense que ça m'a considérablement aidé pour pas m'asphyxier sur la compétition. Et maintenant, avec le recul, quelle est la place du breath weight dans tes entraînements de manière globale? Alors, en fait, comme j'ai arrêté 2 mois on purpose, volontairement, maintenant je ne fais plus mes mots en français à cause de toi. Je me suis rendu compte que c'était vraiment indispensable de le maintenir au moins 1 fois par semaine. Donc maintenant, je vais le maintenir juste 1 fois par semaine tranquillement. Euh, et puis, s'il y a quelque chose de nouveau que j'ai envie de tester, je testerai. Est-ce qu'il y a un type de séance qui te convient particulièrement avec le Breathway? On a exploré plusieurs choses, plusieurs formats, plusieurs types de séances, Ouais. plusieurs intensités. Qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi? Et à contrario, est-ce qu'il y a des types de séances qui sont beaucoup plus durs pour toi sur le Breathway? Alors, une séance qui fonctionne bien, mais qui est dure, c'est les trucs de puissance, Ouais, tempo. ouais. Donc, il faut pousser vite et inspirer lentement. 3 secondes inspiratoire, 1 seconde expiratoire pour le même volume. Donc, on va 3 fois plus vite sur l'expi et c'est vraiment voilà, expiration forcée, contraction de la sangle abdominale, des intercostaux, enfin vraiment tout ce qui permet de d'éjecter un maximum d'air le plus rapidement possible. Ouais. Et j'imagine un mouvement qui va être très intéressant pour toi quand tu es à très très haute intensité. Ouais. Donc ça, c'était très bien. Pour le maintien, ce que j'aime bien faire, c'est soit du 4 fois 5 minutes, soit du 2 fois 10 minutes, soit 1 fois 20 minutes. Donc plutôt les séances endurance.
endurance, à intensité, pardon, à taux respiratoire lent, donc entre 18 et 20, 22, un truc comme ça. Et ce que je faisais avant compétition, je faisais un 5-4-3-2-1, Ouais, où j'augmentais progressivement l'intensité, et sachant qu'à 1, j'essayais d'être à 36 minutes, 36 respirations 36 minutes. Donc, tu fais respirations minutes. une pyramide inversée, si tu veux, Voilà, avec temps décroissant et fréquence croissante. c'est ça. Ça avait bien marché. J'avais fait ça, c'était très très bien. Et ouais, ouais. J'aimerais bien, on avait parlé dans la vidéo, j'ai pas eu le temps de tester, mais j'aimerais bien essayer d'essayer de faire du travail respiratoire en zone 2 sur vélo pendant les 20 premières minutes de ma zone 2, Hmm. à la fois pour voir si c'est un gain de temps et à la fois pour voir si ça a des effets supplémentaires. Mais il faudra que je teste ça là, dans cette année. Parlons maintenant de ta rampe de lancement, Ouais, l'approche à la compétition. ouais. Décris-nous déjà un petit peu comment toi tu approches conceptuellement cette rampe de lancement et ensuite ce qui s'est passé pour toi. Donc la redonnancement, c'est 4 semaines. Plus besoin de travailler la force pour gagner en force sur le squat. Donc j'ai plus besoin de me tuer les jambes, je fais juste du maintien. Et concernant le tirage, comme c'est mon point fort, autant le supprimer complètement, comme ça me fait plus de fraîcheur physique. Donc plus de tirage, plus de deadlift, quasiment rien. Euh, ou alors si je faisais du 6 fois une rep, mais c'est en termes de volume, c'est rien du tout, rien du tout. Et je le faisais une semaine sur deux. Par contre, le volume sur le rameur, donc une séance de zone 3 en plus, une séance de lactique obligatoire et une séance de sprint. Sachant que Comment tu différencies entre sprint et lactique? sprint, ça va être vraiment du all-out sur 150 mètres, 8 fois 150 mètres, par exemple. Et du lactique, c'est un truc dont on a forcément peur. Hmm. Donc, ça va être de la très haute intensité sur 400 mètres. Tu te reposes et tu répètes. Comme ça, tu es sûr que si le premier il est passé, le deuxième, il va te mettre un tube. Quand tu parles des répétitions de 150 mètres, Ouais. tu arrives à avoir des efforts qui sont constants? Tu arrives à répéter ces efforts sur les 8 répétitions dans ce cas-là, ou est-ce qu'il y a une certaine décroissance de puissance sur les répétitions? Alors, il y a deux philosophies par rapport à ça, à l'entraînement, chez les sprinters, qui sont toutes les deux valables. Soit vous faites du all-out, ou par contre vous prenez des temps de pause longs, donc 5-7 minutes, euh, et forcément ça va décroître avec le temps, parce que voilà, c'est 8 fois, c'est très très long. Hmm. Soit vous essayez de rester constant tout du long, avec un temps de pause qui est un peu plus court. Si vous êtes quelqu'un de très puissant, vous faites plutôt le premier. Si vous êtes quelqu'un de plutôt, pardon, de très puissant, vous faites plutôt le second, donc allure constante, avec des temps de pause courts. Si vous êtes plutôt endurant, vous faites plutôt le premier. Donc, moi, Travailler à l'opposé de tes prédispositions. voilà, toujours pour pousser toujours plus loin les adaptations. Est-ce qu'il y a un moment où tu switches et tu vas faire là où tu es plutôt fort? Oui, mais en général, je le fais une fois tous les 2 mois et je vois que je détruis le rameur. Donc, bon, ok, T'as pas besoin de le faire plus que ça. j'ai pas besoin de le refaire. Ouais, c'est ça. Ok, super. Les séances de zone 3 sur rameur, Ouais. ça c'est quelque chose dont on reparlera un petit peu après. Mm. Mais donc toi tu fais donc pas de basse intensité, pas de zone 2 sur rameur. Mais alors, si la zone 2, ça consiste à être entre 16 et 18 coups par minute, allure très lente, résistance basse, non. Ça n'a aucun intérêt pour les adaptations, que ce soit sur le 2000 ou sur le 500 mètres. Est-ce que c'est les si on regarde les équipes nationales, ceux qui font de l'aviron sur l'eau, etc., qui sont sur 2000, Ouais. ils font pas ou très peu de zone 2 en aviron, où il y a des philosophies, il y a des écoles de pensée qui... Si, si, ils en font. Ils en font, mais c'est parce qu'ils ont un volume tellement considérable que pour eux, en fait, euh, le simple fait de faire du rameur s'additionne en volume à toute la semaine et donc du coup, c'est utile et qu'ils ne peuvent pas faire tout le temps de la zone 3. Après, il faut aussi comprendre qu'ils ont une VO2 max tellement élevée que leur zone 2, le problématique de la zone 2, c'est que comme c'est un mouvement de puissance et qu'il faut être explosif à chaque répétition, le gainage se perd avec le temps. Donc à moins d'avoir une endurance de gainage absolument colossale, bien au-delà de ce que moi, par exemple, je suis capable de faire, c'est impossible pour la majorité des mortels de faire de la zone 2 sur rameur. Mais ces gens-là, c'est des gens qui font 3 fois du rameur dans la journée, 6 fois par jour, 6 fois par semaine. Donc du coup, ils peuvent faire de la zone 2. Ouais. Et ils n'ont pas les mêmes prédispositions que toi. Toi, tu es sur le court, donc Oui, on puis moi je peut... travaille, hein. Tu fais pas que ça. Ouais. Tu t'entraînes beaucoup, mais tu fais pas que ça. Ouais, c'est très très intéressant cette approche et j'ai une approche similaire de manière générale avec les mouvements techniques
où, comme tu l'as dit, avec la fatigue, avec le temps, le mouvement va se dégrader, surtout sur un mouvement qui est aussi, comme tu l'as dit, hein, puissant que celui du rameur. Et au final, t'entraîner à bouger sur le rameur lentement, ça va pas te rendre meilleur à bouger très très vite. Parce que Mais même si tu avais, admettons que tu fais une zone 2 à 200 watts, mm. ta compétition c'est 800 watts et plus, voilà, il y a un monde de différence, quoi. Après, tu avais eu Sam Locke, Ouais. et est-ce que lui, il faisait la zone 2? Non, lui, il faisait beaucoup de assaut bike. Ah voilà. Ouais, comme toi, tu fais du ski et du bike erg et un peu d'éco aussi, je le sais. Ouais, ouais, voilà. Lui, il faisait beaucoup de travail plutôt long sur ces modalités-là. Voilà. Mais à ma connaissance, très peu sur le. Plutôt du spécifique, ou moins de la zone 3, quoi. Ouais, à ma connaissance en tout cas. Ouais, c'est ça. Rampe de lancement, donc tu as t'as ces modifications-là. Euh, Petite anicroche cette année. Une anicroche? Oui, une anicroche, ouais. Le vendredi avant la compétition, une semaine avant la compétition, puisque le jour de compétition, c'était un vendredi soir à 19h20, normalement. Une semaine avant, je me lève le vendredi matin avec un épanchement de synovie dans le genou. Impossible de plier le genou, impossible de squatter, impossible de rien faire. Le simple fait de descendre les escaliers ou marcher, ça me faisait mal. T'as fait quelque chose en particulier le jour avant, les jours avant? Ça reste un très grand mystère pour moi. J'avais une semaine chargée en termes d'intensité à cause du lactique et des sprints, mais rien d'inaccessible pour moi. J'avais fait une session d'étirement, relâchement la veille, donc normalement tout allait bien. Donc je sais pas, peut-être que je suis tombé dans la nuit sur mon genou, je me suis fait un épanchement, je vois que ça. Parfois il y a des erreurs, il y a pas des erreurs, des petites blessures du quotidien comme ça qui apparaissent de nulle part, qui sont inexplicables. C'est très dur pour le cerveau de les accepter parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas d'où elles viennent. Donc, quand vous êtes entraîné un an pour essayer de gagner pour la quatrième fois des championnats de France et que normalement, vu ma rampe de lancement, j'étais dans des conditions pour faire peut-être moins d'une 16 ou 500, je l'avais mauvaise. Et j'étais presque dans un état un peu déprimé. Donc, la priorité, c'était résorber le volume du genou, et simplement essayer de pouvoir ramer pour le vendredi suivant pour la compétition. Ça a pas mal cassé du coup moi, ma semaine d'affûtage, parce que la semaine d'affûtage, pour qu'elle soit bien faite, il faut que le cardio tienne bien la route. Et si vous n'avez pas un échauffement cardiaque suffisamment important la semaine d'affûtage, vous allez vous asphyxier plus facilement le jour de la compétition, surtout à cause du stress. Et donc, j'ai pas pu me préparer correctement par rapport à ça. Il a fallu que je fasse beaucoup de prépa mentale par rapport à la perception de la douleur pour pouvoir m'entraîner et regagner en confiance. Et ça a été un vrai problème à gérer, et une très grosse source de stress et de calvitie. Niveau. T'as pris 10 ans. T'as pris 10 ans en une semaine. Ouais. Tu as parlé prépa mentale pour la gestion de la douleur, pour l'approche à l'entraînement. Est-ce que c'est des choses que tu mettais déjà en place dans le passé? Est-ce que tu as utilisé de nouvelles approches pour Alors, résoudre ça? comme je déteste mon sport et que j'ai eu très peur pendant des années de mon sport, du 500 mètres rameur, de la douleur que ça pouvait me procurer, euh, oui. Et j'ai échoué pendant des années au niveau de mes outils. L'année où il y a eu un switch, où j'ai vraiment compris l'essence du problème et où j'ai résolu le problème, ça a été l'année dernière lors des championnats de France et championnats d'Europe qui ont eu lieu, où j'ai fait vice-champion d'Europe d'ailleurs. Et depuis cette année-là, j'ai switché et j'ai acquis cette capacité à euh, faire en sorte que la douleur soit une alliée et non un mur qui me fait peur ou me détourne de mon objectif. Euh, il faut accepter le fait que, alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. On sait très bien que tout le monde va avoir mal. Si on sait très bien que tout le monde aura mal et que j'aurai mal lors d'un 500 mètres rameur, il est inutile d'allouer des ressources cognitives, de stress, des ressources émotionnelles à anticiper quelque chose qui va arriver de toute façon. Alors, c'est une chose de le dire, et c'est autre chose d'en être intimement persuadé. Quand vous êtes capable de passer à cette situation, vous êtes intimement persuadé de ça, la peur disparaît complètement et vous êtes serein avant la compétition. Certains vous diront que être trop serein, c'est mauvais, parce que vous n'êtes pas capable d'aller très loin dans l'effort. Il vous faut développer une forme
Un peu comme un guerrier sur un champ de bataille qui va anticiper le combat, il faut développer une forme de crainte. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Tout est question fondamentalement de motivation et il faut également avoir confiance dans les entraînements qui se sont passés et dans son corps. Autrement dit, chaque brique, chaque entraînement que vous avez fait dans l'année est une brique qui s'accumule à un mur qui vous protège contre les aléas de la performance le jour J. Ce mur est solide, il est grand, vous l'avez bâti de vos propres mains, il n'y a aucune raison il vous trahisse. Donc, ceci étant important, il est inutile d'avoir peur, il faut embrasser simplement la réalité du moment, faire le geste et profiter le plus possible. Je ne sais pas si mes mots font beaucoup de sens. C'est très très difficile d'expliquer ce genre de choses sans avoir vécu. Et même si pendant des années j'ai essayé ces choses-là, j'ai eu le déclic seulement l'année dernière, alors que ça fait des années que je m'entraîne. Et tu as pu utiliser certains de ces aspects dans cette semaine difficile pré-compétition ou tu as mis d'autres choses en place au niveau mental pour Plus de caféine. le... Mais sincèrement, alors, parce que oui, faut aussi avoir un recul objectif par rapport à ça. La caféine, là, m'a aidé aussi en partie à mieux tenir la douleur. Euh, En plus du fait que j'étais dans le déni par rapport à mon genou. Le déni, normalement, n'est pas quelque chose de bon, mais en l'occurrence, peut permettre momentanément à un athlète d'oublier momentanément la douleur et de l'accepter. Euh, dans les choses que j'ai mis en place, il y a beaucoup de visualisation. Donc, tous les soirs, de me voir en train de faire mon effort sans douleur, être propre techniquement, et de voir chaque bloc de 50 mètres s'effectuer, la vitesse à laquelle je dois aller, etc. C'est quelque chose que je fais chaque année, ça. Mais là, en plus, j'ai rajouté l'option pas de douleur. OK? Et ensuite, le jour J, je fais toujours le silence le jour J, c'est-à-dire que je me lève, et du moment où je me lève jusqu'au moment où j'arrive sur les lieux de la compétition, je parle très peu, je regarde pas du tout mon téléphone, l'ordinateur, etc. Je gère dans la maison et j'attends que les minutes passent en pensant à ma compétition. C'est très très dur, sincèrement, quand on n'a pas l'habitude, mais ça nous met dans un état mental de sérénité et de focus qui est tel. C'est peut-être la seule chose que j'aime à propos de la compétition, c'est que ça nous met dans un état de focus et de sérénité qui nous rend inarrêtables. Voilà. Le jour de la compétition, donc, on y vient. Donc c'est ça qui s'est passé du coup le jour de la compétition, c'est cette mise en silence avant la compète. J'arrive, Le genou va comment après une semaine je marche normalement. Euh, j'ai mal quand je descends un peu les escaliers, j'ai mal quand je fais des flexions. Sur le rameur, ça ne me fait pas mal. Euh, mais je sens que mon corps se met en retrait par rapport au développement de puissance max. C'est-à-dire que si je veux faire un effort max de développement, je ne peux pas. Et de ma perception, j'estime que je suis en gros à 90% de ce que je peux être par rapport à un plein potentiel. Est-ce que tu t'abordes ton échauffement différemment que ce que tu as fait dans le passé avec cette situation-là ou est-ce que tu fais pareil? Non, non, normalement, alors l'échauffement pour moi, c'est entre 6 et 10 minutes de zone 2, enfin, de cadence lente, résistance basse. Et ensuite, une montée progressive d'intensité avec des petits sprints. Et le tout dure à peu près 20 minutes. Et après, on est bon pour lancer. Ça, c'est normalement ce qui se passe. Et là, cette année, c'est en partie pour ça que je suis salé. L'organisation a été très aléatoire. On a été coupé à 10 minutes d'échauffement. Donc, du coup, moi, j'ai été coupé alors que je venais de terminer en gros ma zone 2. C'est très compliqué ensuite de faire un bon score avec un échauffement pareil. En plus, la salle d'échauffement était vraiment très humide et très très chaude. Ça m'a crispé au niveau des diaphragmes un petit peu. Du coup, je suis content d'avoir eu le Breathe Vibrator par rapport à ça parce que je pense que sinon j'aurais été complètement asphyxié. Et ensuite, on nous a emmenés dans la salle d'attente qui est le hall avant d'entrer pour aller sur les rameurs. Et là, on a attendu 20 minutes dans le froid et c'est trop long. Donc, entre l'attente trop longue, l'échauffement coupé prématurément, c'est la recette pour ne pas performer au rameur. Mais c'est vrai pour tout le monde, donc on est tous sur un pied d'égalité par rapport à ça. Mais en l'occurrence, j'aurais bien aimé être un peu plus échauffé pour mon genou. Donc, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait?
On se lance sur le rameur, on lance le sprint en sachant pertinemment qu'on ne peut pas être à l'allure normale. Donc on prend une allure un peu plus basse. Comment tu as modulé ça par rapport à tes attentes un jour optimal? Ouais. Qu'est-ce que tu allais viser en début de 500 et qu'est-ce que tu as fait sur le jour même? Normalement, un jour de compétition, là, idéalement, j'aurais dû partir en trois coups, je suis à 1,10. Quatrième coup, je suis à 1,08. Et ensuite, je reconverge doucement à 1,12. Mhm. C'est ça qui se passe, c'est ça qui aurait dû se passer normalement. Là, trois coups, je suis à 1,15. Et je reste à 1,15. Et je reste à 1,15 pour pas me buter le genou parce que les premiers coups au tirage sont extrêmement puissants. Si en moyenne on est à 140 kilos, le premier tirage est à 200 kilos sur un rameur. Pour moi en tout cas. Donc je pousse, je sens que mon genou il veut pas pousser trop dur, donc je reste là. Le démarrage sur un 500 mètres est extrêmement important. On peut gagner une seconde sur un bon démarrage. Donc le second a un bien meilleur démarrage que moi et il est premier sur au moins 150 mètres si je me rappelle bien. Et je vois qu'il est devant, donc ce que je fais, c'est que j'accélère, je pousse le bouton pour lui passer devant, mais je reste conservateur et je reste juste devant lui. J'ai 3 mètres d'avance sur lui et je reste juste devant lui pendant. Je n'essaye pas de gagner en distance. D'habitude, j'ai au moins 20 mètres d'avance sur mes adversaires, sur les France. Là, je suis juste à 3 mètres devant le second. Et donc, j'ai joué la gestion, c'est-à-dire que je suis resté devant lui tout du long. Je ne pensais pas qu'il allait s'accrocher autant sur la fin, donc ça m'a un peu coûté. Mais c'est comme ça que j'ai joué la compétition. Et c'est comme ça, du coup, qu'il a terminé 3 dixièmes derrière moi. Il y avait un petit couac avec le drag factor aussi, non? Ah oui, en plus, il y a ça. Alors, le drag factor, ouais, j'ai un peu honte là, hein. On peut couper. Le drag factor, donc c'est la résistance que vous mettez sur le rameur, c'est un élément clé de la réussite. Si votre drag factor est trop bas ou trop élevé, vous allez juste rater votre compétition. Donc déjà qu'on avait quand même pas mal d'éléments pour pas faire une belle performance, j'ai rajouté une petite cerise, une petite crotte sur le gâteau. Je voyais pas mon drag factor sur l'affichage sur le rameur. Donc j'ai fait à peu près au ressenti de ce que je voyais, de ce que je sentais, sauf qu'avec probablement l'adrénaline, j'ai dû mettre une résistance qui était trop élevée par rapport à ce que je fais d'habitude. Tu le mets à combien en général sur le 500? Mon facteur de résistance de compétition, c'est entre 195 et 205. Ouais. Là, si tout allait bien, j'aurais dû mettre 205. Bon, vu que j'avais mon genou en vrac, j'aurais mis seulement 190. Tu Mhm. vois. Euh, et il s'est affiché pendant l'effort, et là, j'ai vu que j'étais à 221. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Vous tirez un tractopelle à chaque coup, et ma cadence était beaucoup trop lente par rapport à une cadence normale de compétition. Une cadence normale de compétition, c'est entre 47 et 50 coups par minute. Là, j'étais à 42. 42, c'est presque du sprint de fin de 2000. Donc ça n'a rien à voir comme effort. Bref. Donc bon, malgré tout, j'ai gagné. J'aurais pu très bien également, j'aurais pu perdre également. Euh, Il y a beaucoup de choses qui sont cumulées qui fait que du coup, j'ai quand même réussi à gagner. Le fait d'avoir compensé énormément avec les bras, d'ailleurs grâce au travail de Bastien Madineff, qui du coup m'a donné une endurance de fou dans les bras. D'habitude, je crampe un peu dans les bras en fin de session. Là, let's go, baby! Voilà. Et le travail de zone 2 qui m'a fait reculer mon seuil lactique, une condition physique qui était encore meilleure que l'année dernière, qui fait que du coup, j'arrivais avec une marge énorme, et malgré la blessure, j'ai quand même pu gagner. Tu l'as dit hier quand on en discutait, le rameur indoor, c'est un sport de préparation physique dans le sens où tu n'es que aussi fort que ton maillon le plus faible. Ouais. Le... C'est pas en faisant seulement du rameur que vous. Alors, vous pouvez être bon en rameur en ne faisant que du rameur. Mais si vous voulez vraiment exceller pour être un compétiteur et faire peur à vos adversaires, chercher des médailles, Euh, vous devez absolument travailler votre force, votre endurance, être un athlète hybride et faire en sorte que votre corps soit un mur de briques. S'il y a un seul point faible dans ce système, le reste va s'effondrer. Le rameur fait travailler quasiment la totalité des muscles du corps humain. En tout cas, il fait travailler beaucoup plus de muscles que le squat ou le deadlift, par exemple. Parce qu'on travaille les bras et le haut, pardon, le bas et le haut en même temps.
Et donc forcément, si vous avez un petit muscle qui ne peut pas travailler comme les autres, les autres muscles à côté vont compenser, mais sur des efforts de 60 répétitions, c'est impossible de compenser pour un muscle sur 60 répétitions. Et à cause de ça, la prophylaxie devient un acteur primordial de l'entraînement. C'est une approche au final qui est très généraliste, si on veut bien. Tu es Ouais, athlète d'abord, spécialiste sprinter ensuite. oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, en réalité, si je vais refaire mon année là, chose que je ne referai pas, je ferai pas de rameur en fait pendant au moins 6 8 mois. Et je me concentrerai vraiment beaucoup plus sur le rameur sur les 2 3 derniers mois seulement. Comme ça, pour accentuer encore plus la prépa physique générale, la zone 2 la zone 3 la VO2 max, la force, périodiser tout ça. Tu polariserais encore plus ta planification avec une phase générale Ouais, plus définie ouais, ou voilà, plus clairement différenciée de ta phase spécifique ensuite. c'est ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a évolué au fil des années, où tu étais très dans le spécifique au début et au fil des années, tu as vu qu'en dissociant et en allant de plus en plus loin en fait de ton sport pour mieux y revenir, c'était de mieux en mieux? Oui, eh ben, au début, je faisais 3 entraînements de sprint par semaine, du lactique à balle, et j'avais un 500 mètres en 1,22 ou 1,23. Hmm. Et puis, euh, et puis, j'ai. Alors, au début, en fait, ma problématique, c'était de survivre à l'effort. Donc, je fais un max de cardio. Ensuite, une fois que j'ai survécu à l'effort, je me suis rendu compte que j'étais pas assez fort physiquement. Donc, j'ai commencé à faire de la force. Puis, j'ai rencontré Bastien, qui m'a complètement fait exploser en termes de qualité physique sur ce plan-là. Euh, et, et qui m'a rendu absurdément fort. J'ai gagné 30 kilos sur mon tirage, sur mon squat, sur mon deadlift en un an, voire plus même sur le deadlift. Et donc ça a été un game changer. Je suis passé de une 22 à une 19 ou une 18. Hmm. Et ça n'a pas été suffisant pour gagner. Mais sauf qu'avec un an de plus dans cette direction-là, plus un peu de cardio en plus, Pour jouer l'avocat du diable, hmm, avocado, quelles sont les limites de cette manière d'opérer? aucune. De cette limite d'opérer. Cette différenciation claire entre une phase générale et une phase spécifique. La limite, c'est que il faut accepter de s'entraîner sur plusieurs années pour avoir une progression globale. Hmm. Quand on fait du spécifique, on vit dans une société où tout le monde est ultra pressé, on veut avoir tout tout de suite. Le corps s'adapte très très lentement, surtout sur de la force, sur du foncier. Donc, il faut que vous consacriez un an à la force et que vous acceptiez de passer par une phase de gros cochon pour devenir fort. Une fois que cette phase est passée, il faut que vous acceptiez de maintenir la force relativement basse, pardon, et de faire énormément de cardio, de basse intensité ou de zone 5 également, pour améliorer cette pyramide du système cardio-respiratoire. Mais quand on veut tout faire en même temps, on progresse très lentement et c'est pas qu'il y a des interférences, mais c'est que probablement qu'on peut pas mettre assez de volume en réalité pour progresser. On essaie de pousser tous les curseurs vers le haut tout le temps, Ouais, mais au final, on ne se rend pas compte on n'a pas la capacité de le faire. Et donc, les curseurs, au lieu d'être à 10, ils sont bloqués à 7,5 ou 8. oui. Et on n'est jamais véritablement en train de se pousser dans cette direction. On essaye de tout faire, mais on fait tout mal, en fait. Si vous voulez mettre tous les curseurs à fond, il y a une solution. Allez voir le podcast sur le dopage. Ça s'appelle l'astéroïde. Non, mais, Que l'on ne recommande pas, bien entendu. et qui sont absolument illégales et pas bons pour la santé, ouais. Et évidemment, Si tu devais décrire ta performance en un mot, euh, un cristaux de sel. pourquoi? Non, non, alors, ce qui m'a, entre mes déboires à cause de la blessure et l'organisation qui n'était pas vraiment au top, je, je, je- j'ai été salé pendant les 2 jours qui ont suivi parce que je considérais vraiment cette année que je pouvais descendre sous les 1,16. Vu les qualités physiques que j'avais, je me sentais très très bien, très en confiance. Je me suis rendu compte que j'étais dans le déni par rapport à ma blessure parce que le lundi qui a suivi ma performance, j'ai eu du front squat pour me réhabiliter, pour voir, et je me suis rendu compte, normalement je fais du 5 x 5 entre 130 et 140 kilos au front squat, sans ceinture, sans rien. Et là, à 60 kilos, ça me faisait mal. Donc bon,
ça m'a mis une claque et je me suis rendu compte que bon, j'avais bien mérité quand même de profiter de ma médaille. Après, un point très très important, ça a été le fait que j'étais, je suis complètement serein maintenant en compétition par rapport à la douleur, par rapport à l'effort. Ma prépa mentale est vraiment très très bien aiguisée. Et ça me fait presque dire du coup que, en fait, il faut que je passe à autre chose parce que si on reste dans sa zone de confort, alors bon, ça 100 mètres à l'heure n'est jamais vraiment une zone de confort, mais si on reste dans un sport qui nous fait pas forcément peur, peut-être que on passe à côté d'une opportunité pour se développer, pour grandir. Donc, il faut peut-être que je passe à autre chose. C'est pour ça que, c'est en partie la raison pour laquelle j'arrête, hein. Je pense que c'est important que je fasse autre chose en tant qu'athlète, même si en plus, il s'avère que, en l'occurrence, les projets professionnels font que ça m'emmerderait, pour dire les choses gentiment, de devoir faire une année supplémentaire. Donc là, le rameur, c'est un chapitre qu'on... Très probablement, ouais. Si je... Là, l'objectif, c'est me remettre à la course à pied, front squatter 200 kilos, ça fait un moment que je veux faire ça, faire des tractions à une main, comme je faisais avant, parce que c'est juste confortable, c'est agréable, tu peux troller les gens. Faire de la prépa physique générale, comme j'aime bien faire. Renouer avec cette idée de l'entraînement, plaisir, où on n'a pas un objectif à long terme, où on s'entraîne juste pour soi. C'est très très agréable. Là, ça fait quelques semaines, du coup, maintenant que la compétition est passée, et je prends un plaisir vraiment très fort à me réentraîner sans avoir de deadline coup près qui viendrait me stresser. Donc c'est très très bien. Si en décembre 2024, je front squat 200 kilos, je fais des tractions à une main, parce que je veux aussi améliorer ma VO2 max, que ce soit au ski erg ou au rameur ou au bike erg, et que je cours et que je me sens en excellente santé, peut-être que je ferai une rampe de lancement pour m'amuser et je retournerai aux France d'aviron indoor. Mais cette fois, je le ferai juste pour aller aider mes athlètes coachés voilà, pour les pousser un peu, parce que c'est plus facile d'aider quelqu'un quand on est exactement à côté de lui dans le bain du truc. Tu as quelques poulains qui sont dans les créneaux des championnats de France. Parle-nous un petit peu des athlètes que tu suis à l'heure actuelle. Alors, par le passé, j'ai suivi seulement 3 athlètes. Donc, Florine Clément, Sandrine Falapin et Luca Morizzati. Je crois que c'est ça, c'est son nom. Donc, Florine, c'était ma première athlète. Elle a fait championne de France. Quel KT? Élite, moins de 61,5 sur Sur, 500 mètres. sur 500 aussi? Toutes les athlètes sur 500 mètres. Sandrine a fait championne de France, troisième mondiale. Et Lucas, là, a fait second championnat de France cette année. Je l'ai suivi cette année. Et je vais probablement suivre 2 athlètes au moins là pour l'année prochaine, pour les 500 mètres aussi. Euh, ouais, ouais. Donc tu te réjouis de pouvoir te focaliser sur toi, sur l'entraînement plaisir, Voilà, que du plaisir. que du Et plaisir. la confrontation à la nouveauté, à autre chose dans ma vie, c'est important pour le développement personnel. Ça fait, Quand on essaie d'avoir une approche professionnelle de la chose, où chaque année on s'entraîne 11 mois sur 12 pour une seule chose, ça nous met un stress considérable, même si on s'en rend pas forcément compte. Et ça nous met un espèce de carcan dont on ne peut pas sortir. Je peux pas vraiment prendre de vacances parce qu'il faut que je m'entraîne. Je ne peux pas vraiment profiter de certaines choses. Zéro alcool, par exemple. Ben, là, au moins, si j'ai envie de prendre un petit verre de vin un jour d'un resto avec des amis, je peux le faire. J'ai plus aucune raison de ne pas le faire. On en vient pour terminer à ta venue ici en Suisse. Ouais, la programmation, rameur. Programmation rameur, ça fait une année qu'on en parle. Ouais, et ça fait pour toi beaucoup plus longtemps que tu as envie de le faire. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire et pour le faire, je voulais m'associer à quelqu'un de compétent comme toi. Et comme je disais hier, collaborer avec des personnes qui, à mon avis, ne sont pas assez mises en lumière, mais qui le méritent de par leurs compétences techniques, pédagogiques, etc. Et donc, tu es là pour filmer, composer une programmation rameur. Pour beaucoup de choses. Pour le 500 mètres, pour le 2 km, pour le 5 km, pour le 10 km. Et en plus,
non content d'avoir une programmation d'au moins 10 semaines, 12 semaines, 12 semaines. 12 semaines. On va faire en sorte d'ajuster la programmation en fonction de votre nature. Si vous êtes plutôt un athlète explosif, sprinter, puissant, ou un athlète plutôt aérobie, endurance. Parce qu'on s'est dit, quitte à faire les choses une fois, autant les faire bien. Ouais, Donc, la base, c'est le programme 2000 mètres qui va être, qui va avoir ces deux versants, hein, selon le profil prédéterminé de l'athlète. Les cycles d'entraînement supplémentaires, tu l'as dit, 500, 5000, 10 000. La prophylaxie, on en a parlé aujourd'hui, ouais, qui est une part importante sur le rameur. Donc, on a filmé près de 20 exercices avec, sur différentes zones sensibles, bas de la jambe, les hanches, le gainage, bas du dos, haut du dos, biceps, coudes, donc, voilà. pour faire en sorte que on ait tous les éléments nécessaires pour réussir. Et Ouais, si on a des petits pépins, qu'on sache comment les résoudre tout seul. tout seul. Beaucoup d'éléments éducatifs aussi, hein. Ouais, On beaucoup a de tourné. semi-techniques. Ah oui, on a aussi le programme technique parce que tu l'as dit au début, hein, bien bouger, c'est extrêmement important pour le mouvement du rameur. Et si on n'est pas efficient, on gaspille énormément d'énergie. Ouais, et même après autant d'années sur le rameur, moi, personnellement, il y a encore des semi-techniques que je déteste, hein, objectivement. Et ça fait partie de la chose, hein. Hier, on a fait une petite classe chez Basics. Merci David et tous les participants et participantes. Donc, on aura aussi un module coach pour ceux qui veulent savoir comment enseigner le rameur, comment transmettre ses connaissances et ses compétences Corriger avec les des erreurs. sportifs, des adhérents, etc. On s'est dit, on va essayer de faire le programme le plus complet qui existe. Ouais, et il est très 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 complet entre la prophylaxie, les tips, les éducatifs, la partie spéciale pour les coachs, la différenciation, l'individualisation de la programmation en fonction de votre nature, le fait qu'il y a plusieurs programmes, le 500, le 2000, le 5K, le 10K, ça représente un volume qui a une qualité et une profondeur technique qui a jamais été faite sur ce sujet. Voilà, donc on se retrouve avril Ouais. pour les débuts de ce programme, pour les intéressés. Pour ceux qui souhaitent suivre tes aventures futures, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, Vincent? Vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'ai deux comptes. J'ai un compte pour toutes les conneries que je raconte dans le domaine du sport, les bêtises. J'aime bien faire des vidéos drôles. Donc ça, c'est Vin Elf Standard. Et je mets aussi parfois des performances que je fais ou des standards de santé. Ça, c'est un premier point. Si vous voulez me contacter pour le coaching, si vous avez des questions, c'est plutôt sur celui-là. Et comme à côté, je suis du coup écrivain maintenant, j'ai fait un compte Instagram dédié pour mon livre où j'ai mis des illustrations pour raconter le lore et faire tout un tas de choses par rapport à ça. Ça, c'est Omega Mythologie Officielle. Et ça, c'est plus pour les férus de lecture, de romans, de fantasy, de science-fiction. Super, on mettra les deux liens dans la description. Un grand merci d'avoir pris le temps pour ce petit podcast. Eh ben, merci à toi. C'est toujours sympa. Premier podcast techniquement dans cet espace. Ouais, Plutôt sympa oui, à refaire. à refaire. Merci Vincent. Merci, jeune. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose deux options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.